Famille, sortez au... Le Burkina Faso est considéré comme le pays le plus dangereux de l'Afrique de l'Ouest. Et oui, selon un député du Parlement européen. Partagez ça dans tous les coins afin que ça arrive chez nos autorités de l'AES. On écoute attentivement cette vidéo-là. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. Vous avez un peu le somme d'être expulsé, d'avoir été expulsé du Sahel, non? En écoutant certains de mes collègues, notamment français à droite, et tout commence à un peu s'éclaircir dans ma tête, parce que je me suis demandé, en Belgique, en France, on continue à produire, à acheter du matériel militaire pour des milliards d'euros, qui a été pensé précisément pour être utilisé dans le Sahel. Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'on nous dit qu'il faut se défendre de la Russie, mais on achète ce matériel militaire spécialisé pour l'Afrique. On va ponctionner nos pensions, nos hôpitaux, nos écoles pour faire ça. Je trouvais ça bizarre, je me suis demandé pourquoi. Et là, j'ai été regardé, j'ai compris que la région du Sahel, en fait, s'est imposée ces dernières années comme un des corridors miniers les plus importants d'Afrique. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, mais dispose aussi de cuivre, de zinc, de manganèse, de phosphate. Le Mali va bientôt devenir le deuxième producteur africain de lithium. Le Niger détient évidemment des centaines de milliers de tonnes d'uranium. Et pendant des années, des décennies, les entreprises européennes ont eu un accès pas cher à toutes ces ressources, toutes ces richesses. Résultat, des pays pillés et une pauvreté extrême pour leur population. Et maintenant, vous avez peur de perdre ces accès. Mais plutôt de vouloir toujours nous ingérer, de toujours faire la guerre, parce qu'on a vu avec la destruction de la Libye ce que ça donnait, aidons plutôt ces pays avec tout ce qu'on peut pour soutenir leur développement souverain. Ah, Mac, le député européen a frappé encore très très fort. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il prend la parole, il fait parler de lui. Ah, Mac. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur Mac. Pourquoi vous êtes différent? Comment vous faites pour être différent? Ah, c'est passé? Non, Mac. Non, le gars là, il est fort. Il dit à chaque fois que Mac prend la parole dans la salle, tout le monde abaisse la tête jusqu'à ce que Mac finisse de parler. Et les gens soulèvent les têtes. Parce qu'il a des questions, il a des analyses tellement pertinentes que très souvent, il n'existe personne pour s'opposer à ce qu'il dit. Mac a frappé encore très fort. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, vous savez pourquoi il y a toujours les perturbations du terrorisme? C'est parce que la France veut à tout prix chasser ses dirigeants et les remplacer par des moutons. Mais cela ne va jamais arriver. Ça n'arrivera plus. Vous l'avez fait avec Thomas Sankara, il est parti parce qu'il était seul. Il n'y avait pas 3 pays qui se sont unis comme l'AES aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je dis que la France, vous nous déclarez la guerre, nous aussi on vous déclare la guerre. L'AES vous déclare la guerre. Vous êtes incapable de construire votre pays. C'est sur nos épaules que vous voulez nourrir vos enfants. C'est sur nos épaules que vous voulez devenir de grandes puissances aux yeux du monde. Pourtant, on sait la source de vos richesses. C'est l'Afrique. Tout ça là, c'est fini. Pour que l'Afrique un jour, dites-vous bien, même sans l'aide de l'Europe, avec ou sans, elle va se réveiller. Et l'Afrique va devenir une puissance mondiale économique très forte. Et ce jour-là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être dans 50 ans, on aura l'inverse. On va voir les Européens immigrer vers l'Afrique. Peut-être, hein, je veux dire, mais si on continue comme ça, parce que l'Europe s'appauvrit, mais l'Afrique va s'enrichir avec ses moyens qu'elle a, ses terres agricoles, son réseau hydrographique.
elle va développer quelque chose de fabuleux. L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît. L'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôler une bonne partie de l'économie quand même sur place et développer les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu, l'Europe, au contraire, avec ses nouvelles règles qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé tout un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent, devaient quitter. En plus, les banques, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupées à fermer les comptes ici des résidents en Afrique. Alors, je me pose la question parfois en me disant, est-ce que les banques sont complices avec les États ou les États sont complices avec les banques pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt de certaines économies? C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons, correctement, avec une éthique, s'il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient, on laissait la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique, on aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe, où il a fallu le temps. Laissons le temps au temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place, en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse qui arrive tout doucement en Afrique qui pourra arriver à ces résultats. Mais selon vous, Georges Arthur Forest, l'Occident a une méconnaissance de ce continent? L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît. Ont décidé de réfléchir par eux-mêmes, sans être complotistes, sans être victimistes, sur ce qui se passe dans cette zone du Sahel, dans cette guerre au Mali, au Niger, au Burkina Faso. On peut quand même décemment se poser quelques questions essentielles sur la sincérité des alliés. D'abord, celle de savoir comment dans ce vaste désert, sans port maritime, sans aéroport, sans piste d'atterrissage important, on peut se procurer, en toute discrétion, à l'insu de tous les drones et de tout le dispositif de sécurité occidental, 5 000 à 10 000 motos neuves, ni vues ni connues. Dans n'importe quel port du monde entier, reconnaissez qu'un tel volume d'engins ne passe pas inaperçu. Il nécessite un vrai dispositif pour l'acheminer. Comment expliquer que ces 5 000 à 10 000 motos puissent entrer en toute discrétion, sans être vues de personne, dans le désert et être mises à la disposition de jeunes nationaux désœuvrés dans les villages? Toujours sans que cela ne soit su. Et tout aussi bizarre, personne ne sait qui les a commandés. Quelle est la compagnie, le constructeur qui les a fabriqués? Comment on les a acheminés dans ce trou perdu? Reconnaissez que ça interroge un peu et qu'on peut nourrir à juste titre de la suspicion lorsque l'on sait à quel point les outils pour traquer l'argent dans le monde sont sophistiqués aujourd'hui. Dans un monde où pour qu'un opérateur économique puisse effectuer une transaction, un virement pour acheter sa matière première ou ses engins, il doit fournir une impressionnante batterie de documents et souvent pouvoir rejeter son virement. Ce n'est pas tout. Je veux comprendre comment 12 000 téléphones portables indétectables se retrouvent dans les mains des pseudo-terroristes qui les utilisent pour communiquer, pour se coordonner et frapper des villages. Par où sont-ils entrés dans le désert? N'est-on pas capable de tracer cette impressionnante commande? Comment arrivent-elles dans le désert? Et les milliers d'impressionnants 4x4 qu'ils utilisent? À ma connaissance, on ne les fabrique pas dans le désert. Ils ont été commandés dans une usine qui les a fabriqués pour le client en question. Ils ne sont pas arrivés à bord d'une navette spatiale. Ils ont bien été transportés ici d'une manière ou d'une autre. Je me pose juste des questions, qui sont celles de nombreux Maliens que l'on identifie dans certaines capitales comme des complotistes ou des illuminés. À supposer que ces engins ne consomment que 2 litres de carburant par jour. Ceci représenterait au moins 10 000 litres pour les motos et au moins autant pour les 4x4, soit au bas mot 20 000 litres par jour. 600 000 litres par mois, soit 7 200 000 litres par an. Une vraie industrie. D'où vient ce précieux carburant invisible dans le désert où on ne dénombre pas de raffineries ou d'importantes stations-service?
Qui livre ce pétrole? Je vous épargne la question des pièces de rechange, des engins. Et vous constaterez que nous n'avons pas encore parlé des dizaines de milliers d'armes qui ne poussent pas dans le désert. Ou encore du salaire de ces terroristes insaisissables qui doivent nourrir leurs familles en commettant des exactions sur les populations civiles. Vous conviendrez avec moi que la seule porte de la Libye ne peut pas être celle de l'entrée de tout cet arsenal et de tout ce dispositif. Non. Alors vous pouvez comprendre pourquoi les autorités maliennes dénoncent, pointent chaque jour du doigt la complicité de certaines grandes nations, mais également de certains voisins du Nord notamment. Et si c'est vrai, les puissances occidentales avaient réellement été mues par une volonté sincère de mettre un terme à ce trafic, elles auraient simplement pu tracer, comme elles savent le faire, avec leurs impressionnants dispositifs de contrôle, les fonds qui financent cette nébuleuse. C'est bizarre, cette question semble ne pas être à l'ordre du jour dans la stratégie de lutte contre le terrorisme au J'ai été frappé par le nombre de références au terrorisme que le président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, a utilisé. Il a parlé du terrorisme politique, du terrorisme diplomatique, du terrorisme médiatique, du terrorisme économique, du terrorisme international. Et il a expliqué que tout ce terrorisme n'a qu'un seul objectif, dépouiller l'Afrique de ses ressources naturelles stratégiques. En 2 minutes, le président Assimi Goïta a résumé à tout Africain et à tout Africain sincère la situation de l'Afrique dans le monde. L'autre élément qui m'amène à vous parler ce soir nous a été délivré par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. À travers, d'abord, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, l'inénarrable Sergueï Sergueïevitch Lavrov. Et la directrice centrale du ministère des Affaires étrangères, Madame Maria Zakharova. Ces 2 hauts responsables de la diplomatie russe nous disent que selon les informations à leur disposition, le continent africain assiste actuellement à un afflux de terroristes internationaux venus d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient vers le territoire africain. La Fédération de Russie alerte la communauté mondiale que la concentration de terroristes déversés ces derniers mois sur l'Afrique est anormalement élevée et que cela est le signe que quelque chose de grave se prépare. Voilà pourquoi je me permets de rappeler 2 choses que nous ont dites 2 autres chefs d'État éclairants de ce temps. D'une part, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et d'autre part, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, n'a eu de cesse de nous prévenir que les puissances de l'OTAN, les puissances de l'Union européenne et leurs alliés du Moyen-Orient veulent à tout prix redécouper le continent africain en une multitude de califats sur le modèle de l'Afghanistan. Le président Abdourahmane Tiani a été d'une précision de métronome, en décrivant d'ailleurs, pour ce qui concerne le Mali par exemple, les 3 ou 4 califats qui ont été prévus à Washington, à Bruxelles et à Paris. Sous couvert de vouloir imposer une nouvelle version de l'islam aux Africains, en réalité, c'est l'impérialisme occidental, c'est-à-dire américain, européen, et moyen-oriental qui avance. Nos propres travaux scientifiques qui ont été condensés dans l'ouvrage de référence « L'impérial terrorisme » vous ont mis à l'abri du doute sur ce sujet. Partagez massivement cette émission. Ils font tout pour m'empêcher de continuer à vous parler sur YouTube
sur Facebook et sur TikTok. J'en profite d'ailleurs pour saluer notre sœur bien-aimée combattante panafricaine, Nathalie Yambe, qui vient de voir son compte TikTok interdit dans la totalité des pays européens. Précisément parce que le festival des vérités crues qu'elle déverse pour éveiller et libérer les consciences populaires européennes ne plaît pas aux voyous, aux grands criminels qui aujourd'hui dirigent l'oligarchie occidentale. Force et courage à toi, chère camarade Nathalie Yambe. Ils ne pourront pas éteindre la lumière. Ils ne pourront pas mettre un terme à ce temps du Verseau. Ils ne pourront pas empêcher le Tembninien de nos ancêtres Bassa Bantou. Tenons bon et face à l'adversité, redoublons de génie, de résilience et rebondissons par tous les moyens possibles afin que la lumière partout jaillisse. Je reviens à mon propos. Le président Abdourahmane Tiani a expliqué en long et en large les plans de l'OTAN, les plans de l'Union européenne et les plans de la junte néocolonialiste et terroriste française de Macron contre la sous-région d'Afrique subsaharienne. Il y a un homme qui, quant à lui, a utilisé une métaphore qui sera à jamais gravée dans nos mémoires pour décrire ce qui se prépare. C'est le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit que nous allions entrer dans l'hiver noir. Qu'est-ce que c'est que l'hiver noir? C'est une immense attaque coordonnée par les grandes puissances occidentales et moyen-orientales avec leurs sous-fifres, leurs valets, leurs nègres de maison locaux pour tenter de resoumettre l'Afrique à l'ordre hégémonique occidental et moyen-oriental, comme cela a été le cas ces 600 dernières années. Les faits dont je suis en train de vous parler sont très graves. La Fédération de Russie a documenté statistiquement une augmentation de plus de 200% du nombre de personnes, donc de mercenaires, financés, armés, médiatisés, organisés, structurés, encadrés par des instructeurs occidentaux, européens, français, ukrainiens, pour combattre l'Afrique. Ce que nous ont dit les présidents Assimi Goïta, Vladimir Vladimirovitch Poutine, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, ce qu'ils nous ont dit est une réalité scientifique tangible. La preuve, la dernière grande attaque massive menée par les terroristes contre un pays africain s'est déroulée ici au Mali et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Afrique au XXIe siècle que les terroristes attaquent avec une armée de 12 000 personnes. Aucun pays africain, depuis que le phénomène terroriste a commencé, notamment après le saccage de la Libye du guide Muammar el-Kadhafi en 2011, aucun pays africain n'a été attaqué après l'assassinat de Kadhafi. Aucun pays africain n'a été attaqué simultanément par une armée de 12 000 hommes d'origine internationale. Il est important que vous sachiez que ceux qui ont attaqué le Mali ne sont qu'à moins de 20% des citoyens maliens. La horde qui a attaqué le Mali le 25 avril était composée au maximum de 20% de Maliens. C'est une armée internationale terroriste qui a attaqué le Mali. Et c'est l'une des raisons qui explique la complexité, la coordination et la puissance de l'attaque. Les hommes qui ont porté le fer contre l'armée malienne venaient de toute la bande sahélienne. Ils venaient d'Amérique, ils venaient d'Europe, de France, ils venaient d'Ukraine, c'est-à-dire d'Europe de l'Est. Ils venaient du Moyen-Orient, c'est-à-dire
des monarchies pétrolières alliées des États-Unis dans le Golfe. C'est une véritable internationale terroriste qui a attaqué le Mali. Et c'est cette internationale terroriste qui veut attaquer massivement tout le continent africain. C'est cela que le président Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir. Moi, j'étais là quand il utilisait pour la première fois cette métaphore. J'étais même à Ouagadougou quand il utilisait pour la première fois cette métaphore. Les gens prenaient cela pour une boutade, pour une charade. Les gens prenaient cela pour une petite bravade ou une manière de jouer à l'énigmatique. Alors que le président du Faso était en train de nous donner le mot de passe. Aujourd'hui, l'information est scientifiquement établie. L'Afrique est bel et bien l'objet d'un projet coordonné, mûri de recolonisation. Ce projet a été pensé par l'Occident dans sa nébuleuse fondamentale militaro-politique de l'OTAN et il s'applique par l'Union européenne, il s'applique par les puissances coloniales, néocoloniales et bien occidentales. Pour ce qui concerne la sous-région d'Afrique dite francophone, ce projet est mis en œuvre d'une manière scrupuleuse, rigoureuse, violente et déterminée par la France. Est-ce que vous mesurez la gravité du moment que nous sommes en train de vivre? Est-ce que vous vous rendez compte de ce dans quoi nous sommes? Nos parents et nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents ont connu la colonisation. Ils nous l'ont raconté. Nous qui sommes nés dans les années 70, nous n'avons pas connu la colonisation. Nous l'avons reçue par les témoignages de nos parents. Nous l'avons aussi reçue sous forme de traumatisme. Car en fait, les traumatismes vécus par les générations précédentes se transmettent dans la psychologie des générations suivantes. C'est un fait scientifique établi. Mais là, ce à quoi nous assistons, c'est que ce qu'on a fait il y a 600 ans à nos ancêtres, les capturer et les amener comme des marchandises en Europe et en Amérique, ce qu'on a fait à nos ancêtres il y a 300 ans, venir sur notre continent natal, soumettre des hommes à l'esclavage, les mettre au travail pour enrichir l'Amérique et enrichir l'Europe et le Moyen-Orient, on veut absolument nous imposer le même schéma au XXIe siècle. Nous qui sommes vivants sur la terre des hommes au XXIe siècle et qui sommes africains, nous sommes littéralement braqués par l'Amérique. Nous sommes braqués par l'Europe. Nous sommes braqués par la France qui nous disent « Vous nous donnez vos matières premières à nos conditions où nous vous faisons la peau. » Nous sommes braqués par le Moyen-Orient, braqués par l'Europe, braqués par la France, braqués par l'Amérique qui nous disent « Vous nous donnez vos matières premières aux conditions que nous voulons où nous vous faisons la peau. » C'est ça le langage. D'ailleurs, Donald Trump a utilisé ce langage de manière très intéressante contre le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman qui vient de passer un accord commercial privilégié avec la République d'Iran. Donald Trump a dit, si le sultanat d'Oman ne se comporte pas correctement, nous allons les bombarder. Et c'est ce qu'il a dit au Venezuela pour attaquer le Venezuela. Et c'est ce qu'il dit à Cuba pour attaquer le Cuba. Et c'est pour cela qu'il attaque l'Iran. C'est pour cela qu'ils ont attaqué l'Irak. C'est pour ça qu'ils ont attaqué l'Afghanistan. C'est pour ça qu'ils ont attaqué la Serbie. C'est pour ça qu'ils attaquent la Russie. Si vous ne nous donnez pas vos richesses, nous allons vous faire la guerre. Voilà 5 sources étatiques qui nous donnent la même information. L'Afrique est une cible privilégiée du terrorisme international occidental et moyen-oriental. Et ce n'est pas simplement une cible au sens générique du terme, c'est une cible effective, car l'Occident et le Moyen-Orient sont en train d'augmenter les effectifs militaires, les effectifs terroristes pour nous attaquer. Je ne sais pas comment vous faites
pour ne pas vous rendre compte que cette information devrait nous empêcher de dormir des deux yeux et des deux oreilles. Qui que nous soyons en tant qu'Africains dans le monde. On veut nous faire, en 2026, ce qu'on a fait à nos parents pendant tout le XXe siècle. Jusqu'en 1960-61 au moins. On veut nous refaire ça. On veut nous faire ce qu'on a fait à nos arrière-grands-parents pendant 300 ans. On veut nous maintenir dans le système du XVIe siècle. On veut nous ramener à zéro dedans. On veut imposer aux Africains d'être subalternes partout sur la terre. Subalternes en Amérique, subalternes en Europe, subalternes en Asie, mais aussi subalternes en Afrique. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce qui se passe? Il y a de ces Africains et ces Africaines qui ont des pages sur les réseaux sociaux et qui se permettent de répéter le narratif et le justificatif occidental. Alors que les faits statistiques sont là. L'armée internationale terroriste est à nos portes. Elle nous affronte. Elle nous combat. Elle réussit déjà à éliminer des personnalités de premier rang, comme on l'a vu à Bamako, le 25 avril 2026, avec l'assassinat du ministre d'État, ministre de la Défense, le général d'armée Sadio Kamara, à qui j'ai beaucoup pensé en cette journée de Tabaski. À lui, comme à toute sa famille, je leur dis mon union de prière, mon union d'affection, mon union d'espérance. Que le Tout-Puissant permette que ces êtres-là ne meurent jamais. Alors, j'ai voulu parler de ce sujet, pourquoi? Parce que je voudrais expliquer aux Africaines et aux Africains qui sont encore peut-être en retard. Pourquoi est-ce qu'il y a un afflux de terroristes dans le monde? Alors, j'ai préparé un raisonnement en 3 parties. Pour que vous compreniez pourquoi il y a un afflux de terroristes dans le monde, il y a 3 parties, il y a 3 arguments essentiels que vous devez maîtriser. Le premier élément, c'est quelle est la situation de l'homme dans le monde. Parce que si vous ne savez pas ce que nous, les hommes, on fait sur la terre, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Quelle est la situation de l'homme dans le monde? Toute personne parmi nous qui n'a jamais réfléchi à cette question et qui n'a pas une réponse claire sur la situation de l'homme dans le monde. Qu'est-ce que l'homme fait sur la terre? Qu'est-ce que nous, les humains, nous faisons sur la terre? Si vous n'avez pas une réponse claire à cette question, vous ne pouvez rien comprendre en géopolitique, en géostratégie et en rien d'ailleurs. Deuxième partie, quelle est la situation de l'Afrique dans le monde? Laissons l'homme en général et dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la situation de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique? Qui sommes-nous, nous les Africains? Qu'est-ce que nous représentons sur cette planète? Si nous ne savons pas ce que nous représentons, nous ne comprendrons pas pourquoi on veut notre peau. Pourquoi on veut que nous disparaissions? Pourquoi tant d'agressions contre nous? Si nous ne pouvons pas comprendre cela, alors il y a quelqu'un qui ne veut pas écouter ma conférence, il s'appelle Ed Capé, je le vire, puisque c'est un imbécile, je le vire de ma page TikTok. Vous n'êtes pas obligé de venir m'écouter. Si ce que je dis ne vous intéresse pas, pourquoi restez-vous là? Dégagez. Hop. Et vous me donnez le nom de toute personne qui ne veut pas écouter la conférence, qui vient là pour chicaner. Moi, je suis en train de parler d'une question de vie ou de mort d'une civilisation entière, d'un continent, d'une humanité. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelques imbéciles. Ed Capé, dégagez. Et donnez-moi le nom de toute autre personne qui est là pour essayer de se comporter comme un nègre de maison. Je vais virer cette personne sans état d'âme. Je ne suis pas en train d'aborder un sujet de plaisanterie. Donc, Ed Capé, déjà dégagé. Vous me trouvez qui d'autre est en train de se comporter de manière canine là, sur mes pages? Je le vire. Vive le créateur de l'option Blocato, Blocadamus, Blocatata, Blocamata, Bloqueto. C'est une bonne option. Mes émissions ne vous intéressent pas? Circulez. Allez voir ailleurs si j'y suis. Bon. Je reviens sur mon sujet parce que j'estime que c'est important que j'en parle. On va donc essayer de savoir quelle est la situation de l'homme en général dans le monde.
Ensuite, quelle est la situation de l'Africain? Nous les Africains là. Quelle est notre situation sur la terre? Et enfin, qu'est-ce qui explique le terrorisme anti-africain? La persistance du terrorisme anti-africain. Pourquoi ces gens s'acharnent-ils contre nous? Oui, il faut qu'on comprenne. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on s'acharne contre les Africains. Il y a des gens qui sont là, non, bon, demandons pardon, ça va aller, etc. Non, mais est-ce que vous avez d'abord su? Vous savez d'abord pourquoi on vous en veut? Vous savez d'abord pourquoi on vous en veut? Si vous saviez au moins pourquoi on vous en veut, vous comprendriez pourquoi vous ne pourrez pas bénéficier de la pitié des criminels. Parce que beaucoup d'Africains se promènent encore là sur les réseaux sociaux et sur la terre en espérant que l'Amérique, l'Europe, l'Asie auront pitié d'eux. Un proverbe camerounais dit « Asia inodi help ». La pitié ne sauve pas. Si la pitié sauvait, cela se saurait. Nous avons toute l'histoire pour nous montrer que la pitié n'a pas empêché les pires tragédies de l'humanité. Bon, je commence très sérieusement maintenant ma démonstration. Première partie, quelle est la situation de l'homme dans le monde? L'homme est un être vivant qui, sur cette planète, est situé entre deux mondes. Le monde physique, le monde matériel, et le monde métaphysique, le monde spirituel. Ça, c'est le point de départ. Si vous ne savez pas cela, c'est que vous avez un problème d'humanité. Être un être humain, c'est être un être vivant qui participe à deux royaumes. Le royaume du visible, la matière, et le royaume de l'invisible, l'esprit. Exemple de manifestation du royaume du visible. Mon corps, vous pouvez vous tapoter vous-même, hein? Cognez vos dents, la matière. Nous appartenons au monde matériel, comme les atomes, comme les pierres, comme les plantes, comme les autres animaux. Nous sommes faits de matière, nous sommes faits de terre. Mais nous appartenons, nous les humains, aussi à un autre monde, qu'on va appeler le monde de l'esprit. C'est pour ça, par exemple, que nous faisons des rêves. Je peux rêver que je me promène à New York. Je peux rêver que je suis en train de chevaucher sur le dos d'un phacochère. Je peux rêver que quelqu'un me poursuit, je ne sais pas, avec une guitare. Ces faits de rêve dont je viens de vous parler ne se déroulent pas sur le plan physique. La preuve, quand vous vous réveillez, vous ne voyez pas les événements que vous avez vus en rêve. Donc le rêve est la preuve que l'homme participe à un autre monde, qu'on appelle donc le monde mental, le monde de l'esprit. C'est pas compliqué. Si quelqu'un vous dit, est-ce que l'esprit existe? Demandez-lui, est-ce que vous rêvez? S'il dit oui, vous dites voilà. Si vous rêvez, c'est que l'esprit existe. L'esprit, c'est le monde du rêve. Or, nous les humains, les actes que nous posons là, ils sont déterminés par l'un ou l'autre de ces deux mondes. Par exemple, quand nous nous levons pour aller faire pipi, c'est le monde de la matière qui nous dit si tu t'en vas pas faire pipi là, tu vas te mouiller, hein, c'est ton problème. Hein? Donc la matière nous parle. Quand nous avons par exemple faim, notre corps nous exige de lui donner à manger. N'est-ce pas? Mais nous avons aussi d'autres désirs. Par exemple, le désir d'aimer. Par exemple, le désir d'apprendre. Par exemple, le désir de partager, le désir de comprendre, qui ne sont pas des désirs strictement biologiques ou physiques. On va les appeler des désirs métaphysiques. Donc l'homme, il appartient à ces deux mondes. Je parle toujours de l'homme. Hein. On reste au niveau de l'homme. Je vous fais une petite métaphysique en résumé de l'homme. Maintenant, face à cette double appartenance, le monde de la matière, qu'on peut appeler le monde de la terre, et le monde de l'esprit, qu'on peut appeler le monde du ciel, chaque homme, à chaque instant, prend une décision. Parce qu'en chaque homme, la nature, N majuscule, ou si vous voulez Dieu, a placé un pouvoir qui s'appelle le libre arbitre. C'est un pouvoir limité.
Mais c'est quand même un pouvoir de choix. C'est le pouvoir d'orienter ses désirs. Je peux décider de ne pas manger. C'est ce que je fais par exemple quand je jeûne. Parce que je veux me consacrer à prier mon Seigneur. Vous voyez, je peux orienter mon désir vers le haut. Dans les mois de jeûne, dans les périodes de jeûne par exemple, que ce soit chez les chrétiens, eh bien les traditionnalistes africains ou chez les musulmans, on oriente ses désirs vers le haut. On suspend le dictat des désirs de la matière, on leur impose la supériorité, la suprématie des désirs du haut. Ok. Mais chaque être humain peut à tout moment décider d'obéir à ce qui est en haut ou d'obéir à ce qui est en bas. Quand un être humain obéit essentiellement à ce qui est en bas, on dit que c'est un homme charnel. C'est un homme charnel. On dit que c'est un homme vulgaire, que c'est un homme grossier. Quelqu'un qui est constamment sous la direction de ses testicules et de son estomac. On dit que c'est un homme charnel, c'est un homme inversé. Quelqu'un qui considère que l'argent est plus important que les gens. Quelqu'un qui considère que l'argent est plus important que les gens. C'est pareil. C'est quelqu'un qui accorde aux valeurs d'en bas plus d'importance que les valeurs d'en haut. Donc en fait, il y a deux sortes d'hommes globalement. Et puis, la plupart d'entre nous, nous sommes entre les deux. Il est difficile de s'éloigner de l'homme charnel, de l'homme ordinaire que nous sommes. Il y a donc ceux qui sont convaincus que le plus important, c'est la vie physique, c'est la vie immédiate, et qui vivent dans ce que René Guénon a appelé le règne de la quantité, qui croient que tout ce que l'homme a à faire, tout ce que l'homme peut faire, c'est ici-bas. Et que l'homme est en réalité une créature de la nature, une créature de la terre ou même de Dieu, peu importe, dont le but est essentiellement la jouissance des quantités terrestres. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme, c'est la conception selon laquelle tout est physique. Toute notre vie, elle commence dans le monde physique et elle finit dans le monde physique. Il y a donc des hommes qui ne vivent que pour satisfaire leur sexe, satisfaire leur ventre, satisfaire, eh bien, leur désir d'accumulation. Ils ne vivent que pour agrandir la possession des choses physiques. Ça, c'est la première catégorie d'hommes. Et c'est la plus nombreuse. C'est la plus répandue sur la terre. Il y a une deuxième catégorie d'hommes. Ce sont ceux qui se souviennent que tout ce qui existe a probablement été créé, même certainement été créé. Que tout ce qui existe est l'expression d'une intelligence qui nous dépasse. Que nous-mêmes, nous sommes des créatures. Et que, bien que nous soyons dans le monde physique, il y a une autre dimension dont nous sommes faits. Celle qui nous est signalée par le rêve. Celle qui nous est signalée par la pensée. Celle qui nous est signalée par d'autres désirs que les désirs charnels. Alors, cette autre humanité est convaincue qu'il existe un monde métaphysique. On peut parler de l'humanité spiritualiste. Celle qui considère que le monde à partir duquel tout ce qui existe a été créé est plus important que toutes les créatures que nous voyons. Bref, cette humanité rassemble donc les croyants, elle rassemble les mystiques, elle rassemble tous ceux qui sont convaincus de l'existence de la transcendance. C'est l'humanité globalement spiritualiste. Voilà les deux sortes d'hommes qui marchent sur la terre. Les matérialistes, ceux qui disent que tout est ici en bas. Les spiritualistes, ceux qui disent que ce qui est ici en bas n'est rien, le plus important est ce qui est au-delà. Et qu'il faut vivre en se souvenant que tout ce qui existe vient de l'au-delà et y retourne. Et puis maintenant, il y a une troisième catégorie d'hommes qui sont à cheval entre les deux. Et d'ailleurs, c'est le cas, je pense, de l'écrasante majorité aussi des hommes. C'est vraiment un groupe énorme d'hommes qui hésitent entre le dictat de la matière et l'appel de l'esprit. Voilà la situation de l'homme dans le monde. Dans l'absolu, il y a trois sortes d'hommes. Des hommes enfermés dans la matière et donc qui sont sans doute en train de vivre pour la dernière fois leur vie et ils font tout et ils ne se
ne s'imposent aucune limite dans ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent qu'ils ne vivront que cette fois-ci pour toujours. Ces hommes sont terribles, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tuer, ils sont capables de voler, ils sont capables de mentir. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils partent du principe qu'ils n'auront pas d'autre vie. Qu'il n'y a pas d'autre vie. Que tout se passe ici. S'ils vous ont tué, ils sont contents parce que ça leur permet de prendre votre voiture, de prendre votre argent. S'ils vous ont piqué votre place, votre poste, etc., ils sont contents parce qu'ils estiment qu'ils ont atteint leur but. On va les appeler les hommes charnels. Les hommes qui réussissent à s'arracher au dictat de la matière, on les appelle les hommes spirituels. Et les hommes qui sont au milieu et qui se battent entre la chair et l'esprit, on les appelle les hommes mentaux. C'est les trois catégories. L'homme charnel, c'est le matérialiste. Pour lui, tout ce qui est important a lieu ici-bas. Il n'y a rien qui vaut plus que ça. Son problème, c'est d'avoir, si ce sont les femmes, beaucoup de femmes, si ce sont les hommes, beaucoup d'hommes, si c'est l'argent, beaucoup d'argent, les maisons, beaucoup de maisons, si c'est du pouvoir, beaucoup de pouvoir, si c'est de la gloire, beaucoup de gloire, lui, il est dans la quantité. Point. Et il faut toujours diagnostiquer les hommes qu'on rencontre, les personnes qu'on rencontre, savoir à quel monde elles appartiennent. Quand vous avez face à vous quelqu'un qui appartient essentiellement au monde de la matière, prenez vos dispositions. N'espérez rien de bon de lui. N'espérez rien de bon de lui. Parce que celui qui appartient exclusivement au monde de la matière, c'est-à-dire au monde où tout naturellement c'est le sexe, c'est l'argent et c'est la gloire du pouvoir qui compte, vous ne représentez pour lui qu'une simple quantité. Et si vous ne vous comportez pas en fonction de ses intérêts et qu'il en a les moyens, il vous écrase. Car pour lui, de toutes les façons, il n'y a pas d'autre vie que celle qu'il est en train de vivre. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a des valeurs transcendantes, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas prête à sacrifier pour le plaisir, pour la gloire ou pour de l'argent, la vérité, la justice ou la solidarité humaine. Trois valeurs fondamentales, par exemple, de la civilisation africaine. Vous savez que vous avez là quelqu'un avec qui vous pouvez cheminer. Ce ne sera pas quelqu'un de parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Mais c'est quelqu'un qui est orienté. Quelqu'un qui a une orientation. Quelqu'un qui a un cap. Quelqu'un qui a, en quelque sorte, une destination spirituelle. Quel bonheur sur la terre de rencontrer des gens qui sont orientés. De rencontrer des gens qui ont une structure. De rencontrer des gens qui peuvent se comporter comme El Malik Ndiaye. Vous avez vu El Malik Ndiaye? Je vous ai parlé de lui hier. Président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé pour trahir son leader et camarade et compagnon de lutte Ousmane Sonko? El Malik Ndiaye sait qu'il est plus important pour lui d'être loyal envers son leader, envers son camarade, envers son frère, qui sert une juste cause, que d'accepter l'honneur de demeurer président de l'Assemblée nationale avec tout ce qu'on peut lui donner, uniquement pour jouir un temps de la gloire de ce monde. Je vous ai parlé d'El Malik Ndiaye hier, cet exemple qui époustoufle l'Afrique. Cet exemple qui redonne le plaisir de la politique, confiance en la politique. Puisque en politique, il n'y a pas que ces matérialistes, criminels, rampants, reptiliens. Il y a aussi des hommes qui sont orientés. Et puis je vous parle, j'ai dit qu'il y a une troisième catégorie. Certes, il y a d'un côté les matérialistes et par opposition les spiritualistes, mais il y a au milieu les hommes mentaux qui sont au combat, qui sont en lutte entre les deux forces. Les forces d'en bas et celles d'en haut. L'homme est un être écartelé. L'homme est un être divisé. Et quand nous sommes en crise, c'est parce que nous sommes tirés entre les deux forces. Quand vous vous sentez vraiment mal sur le plan mental, parce que vous êtes dans une situation dont vous estimez qu'elle ne correspond pas matériellement à ce que vous voulez, mais elle ne correspond pas non plus à votre idéal, au but que vous vous fixez dans la vie, vous êtes dans le combat de l'homme mental. Voilà la situation de l'homme dans le monde. Alors, l'homme spirituel est convaincu que il y a
la matière de ce corps, mais il y a un principe qui est potentiellement immortel et éternel qui s'appelle l'âme. Et que sous la forme de l'âme, nous qui sommes ici rassemblés, vous êtes déjà près de 25 000 ou 15 ou 20 000 en direct de cette émission, nous qui sommes ici rassemblés, sur le plan de l'âme, il sera possible que nous soyons admis, si Dieu Tout-Puissant le souhaite, l'être suprême le souhaite, que nous soyons admis dans d'autres formes de vie, après la vie terrestre. Le spiritualiste en est convaincu, à savoir que l'esprit est potentiellement immortel et toujours éternel. Donc il ne vit pas que pour maintenant. Il vit pour toujours. Et ce qu'il fait, il le fait afin que ce qui doit être pour toujours soit. Voilà la situation de l'homme dans le monde. Quand nous sortons de nos maisons pour aller dans la cité, pour faire de la politique, nous rencontrons donc ces trois catégories. Les matérialistes, les spiritualistes et les hommes mentaux, c'est-à-dire les entités intermédiaires. Et quand vous vous mettez à faire de la politique, vous êtes donc obligé de faire de la politique avec la catégorie 1, qui est la plus nombreuse, la plus massive, puisque nous venons tous de la nuit de la matière, où nous avons oublié qu'à l'origine, nous avons été créés par l'esprit. Donc quand vous entrez en politique, vous entrez littéralement dans une arène, dans une fosse aux lions. Vous entrez dans une troupe de loups, parce que la plupart des êtres humains vivent pour le maintenant, vivent pour l'immédiat. La plupart des êtres humains est encore enfermé sur le plan matérialiste, sur le plan physique. Vas-y donc faire la politique avec des gens qui sont complètement enfermés et bouclés sur le plan physique. J'espère que ce que je suis en train de vous dire vous permet de comprendre la situation de certains pays africains. C'est en réfléchissant sur mon pays natal, le Cameroun, que j'ai élaboré la théorie que je vous expose rapidement. Celle de la situation de l'homme dans le monde. Mon hypothèse, c'est qu'un pays comme le Cameroun, c'est parce que l'écrasante majorité des Camerounais sont enfermés dans le monde matériel. C'est ce que j'ai appelé les enclos. Enclos tribal, enclos régional, enclos religieux, enclos sectaires, enclos partisans. Les Camerounais sont bloqués dans les enclos. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas faire mouvement vers le haut. Jusqu'ici. Ils ne peuvent pas encore se libérer du pouvoir du bas, le pouvoir kleptocratique. On peut diagnostiquer des peuples. Hein. Vous voyez, les peuples sahéliens, là, ce sont des peuples qui sont aspirés vers le haut. Hein. Ce sont des peuples qui ont cette capacité à se lever, à se relever. Parce que ce qu'ils ont fait, là, simplement, ces 4 ou 5 dernières années, mais tout le continent les regarde comme des... Le continent regarde le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme des sorciers, comme des marabouts. Quand vous regardez l'état d'un pays comme le Cameroun, l'état d'un pays comme le Congo-Brazzaville, quand vous regardez l'état d'un pays comme le Congo-RDC, et puis vous regardez le niveau de conscience que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont en train de cultiver, vous voyez bien la différence entre un trou et une montagne. Il y a des pays qui sont dans le trou. Il y a des pays même où il y a eu des frémissements. On pensait qu'ils allaient décoller, qu'ils allaient regarder l'état de la République centrafricaine. C'est elle qui avait même commencé à lancer le frémissement. Mais vous voyez, elle est bloquée. Parce que les forces d'en bas, les forces de la pesanteur, les forces grossières des enfers, attirent tout vers le bas. Regardez le Gabon. Regardez l'état du Gabon. Regardez dans quel état ce pays est rendu. Regardez dans quoi on est en train d'amener le Sénégal. Vous voyez comment les forces d'en bas sont en train de tirer le pays vers le bas. Regardez l'état de ce pays. Et vous pourrez appliquer la théorie, ma théorie de la situation de l'homme dans le monde. Alors, je résume la première partie de mon exposé. La situation de l'homme dans le monde est déterminée par sa condition. Soit l'homme est enfermé dans la sphère matérialiste et il est essentiellement un animal plus ou moins intelligent, soit l'homme est en train de s'efforcer de s'émanciper de cette sphère matérialiste par un effort de réflexion et de vision, et il est dans le monde mental, que j'appelle le monde 3, soit l'homme est libéré de l'allégeance à la matière, de l'allégeance aux ténèbres, et il est alors dans le monde spirituel, le monde 2, dans ma classification. Bon. Mais ce que j'ai dit là,
Ce n'est pas valable pour l'Afrique seulement, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour l'Amérique, c'est valable pour l'Asie. Dans tous les continents, les êtres humains sont situés dans l'une ou l'autre de ces trois sphères. Quand vous regardez objectivement, l'élite qui dirige l'Amérique, l'Europe, l'élite qui dirige l'Asie, l'élite même qui dirige le monde, est-ce qu'à votre avis, cette élite appartient essentiellement au monde de la matière ou est-ce qu'elle appartient essentiellement au monde de l'esprit? Si on regarde toute la Terre, toute l'humanité, on va voir que désormais, ceux qui ont le plus de puissance dans le monde sont des gens qui appartiennent au monde matérialiste. L'Occident, par exemple, est aujourd'hui pris en otage par toute une colonie de crétins. Des crétins, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune culture spirituelle. C'est-à-dire des gens qui ont oublié même que l'homme est de passage sur la terre. Regardez l'attitude de Donald Trump. Un président d'une puissance aussi importante que les États-Unis, qui a un comportement de crétin et qui a des arguments de bistrot. Genre, le détroit d'Ormuz va s'appeler le détroit de Trump. Et puis il a ainsi dit ça. Genre, si le sultanat d'Oman ne se comporte pas bien, on va le bombarder. Genre, moi j'ai des missiles qui sont plus gros que les missiles de Kim Jong-un. Voilà le président des États-Unis. Un crétin de quartier. Un crétin. C'est des gars à qui on ne donnait même pas l'autorisation au quartier de parler quand nous on est assis au damier. Et quand je suis à Bassin en train de jouer au damier, un gars comme ça ne vient pas parler là où nous on est assis. C'est lui qui est président des États-Unis. Rendez-vous compte. Qui gouverne l'Europe? C'est Ursula von der Leyen. Une véritable ennemie de la liberté de pensée, de réflexion. Une véritable ennemie de l'homme. C'est elle qui est la fonctionnaire européenne la plus en vue. Regardez qui est à la tête de la Grande-Bretagne, qui est à la tête de l'Allemagne, qui est à la tête de la France. Des individus qui fonctionnent au cuir nasal. Regardez qui a visité l'île d'Epstein. Regardez qui est à la tête d'Israël. Regardez qui est à la tête de l'Italie. Mais ça fait pitié. Et quand on regarde alors nos pays africains, par quel genre d'hommes ils sont dirigés, vous vous rendez compte qu'en fait, de manière incontestable, la terre est dirigée, elle est dominée par des individus qui sont restés bloqués dans la sphère matérialiste. Le matérialisme est au pouvoir sur la terre. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou en Asie, le matérialisme est au pouvoir. Et ceux qui résistent sont ceux qui sont ancrés, ceux qui se souviennent que l'homme vient du monde de l'esprit. C'est-à-dire ceux qui ont une tradition. Toutes les nations qui ont tenté de préserver quelque chose comme la tradition, c'est-à-dire la conscience de l'origine et de la destination spirituelle de l'homme, ce sont ces civilisations qui sont en train de résister. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Iran. Oui, ils résistent parce qu'ils se souviennent et ils savent que nous ne sommes pas que des êtres de matière. C'est le cas du Mali. C'est le cas du Burkina Faso et du Niger. Ce sont des nations qui n'ont pas perdu leur conscience de leur identité spirituelle. Ce sont ces nations qui sont en train de résister. Toutes les autres sont couchées. Toutes les nations qui ont perdu leur conscience de leur identité spirituelle, de l'origine spirituelle de l'âme humaine, elles sont couchées sur la terre. Si la France se portait spirituellement bien, Emmanuel Macron aurait déjà été chassé du pouvoir à coups de bâton. Si le peuple français se portait spirituellement bien, s'il n'était pas en pleine défaillance, en pleine dépression spirituelle, un type comme Macron n'aurait jamais été, soi-disant, élu président de la République. Et même s'il avait été élu, il aurait été déposé. Dans mon pays natal, le Cameroun, si nous nous portions collectivement bien sur le plan spirituel, Biya n'aurait pas fait 43 ans là. On a, d'une certaine façon, sur la terre, les dirigeants qu'on mérite. Puisque nous nous permettons de permettre que des gens qui n'ont aucune conscience de l'origine et de la destination spirituelle de l'homme nous commandent. Voilà ce qu'à 19 ans, dans un essai célèbre, Étienne de la Boétie a appelé le discours de la servitude volontaire. C'est pas possible. Comment
comment une telle ribambelle de chrétiens peut commander sur la planète? Parce que moi, par exemple, là, citoyen adoptif de France, je me suis assis comme ça un jour, j'ai regardé Sarkozy. Parce que jusqu'à Chirac, jusqu'à Jacques Chirac, je vous avoue que je pensais toujours que les chefs d'État français avaient souvent une certaine dimension quand même. Une espèce de dimension qui venait du fait qu'ils avaient reçu une éducation à la culture spirituelle. Vraiment, franchement, jusqu'à Chirac, je me disais que, alors que Chirac est une superbe crapule, mais il y avait quand même quelque chose dans un président français, quelque chose de présidentiable, quelque chose de présidentiel. Mais depuis l'arrivée de ce type de Sarkozy, de Nagui Bokcha, j'ai vu arriver à la tête de la France des gens que je n'accepterais même pas comme... Si c'est moi qui devais élire un maire dans ma commune, je ne voterai jamais pour des gens comme ça. Même pas pour une mairie. Même pas pour une mairie de 2000 hommes. Je ne voterai pour Sarkozy. Je ne voterai pour Hollande. Je ne voterai pour Macron. Des gens qui, en fait, ont perdu le contact avec l'essentiel de ce qui fait la valeur des gens, la valeur de la vie. Et observez les pays européens, observez les pays africains, observez les pays américains, les pays asiatiques. Il y a une ribambelle de crétins de cette nature, d'individus pervers. Des gens dont le but de la vie, c'est d'aller sur l'île d'Epstein pour faire des perversités et rentrer content chez eux. Voilà la sorte d'élite qu'on a sur la terre. D'où je conclus la première partie de mon propos, la situation de l'homme dans le monde. Disons que la situation de l'homme dans le monde est très mauvaise parce que l'humanité est dirigée par des crétins. Ce sont les êtres humains les plus inversés. Ce sont les êtres humains les plus grossiers, les plus pervers qui détiennent le pouvoir. La terre est dirigée par les ténèbres, alors qu'elle devrait être dirigée par la lumière. Ce sont les êtres humains les plus arriérés qui sont parvenus au pouvoir, en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Voilà pourquoi la terre est folle. Voilà pourquoi l'humanité est menacée de disparition. Parce que nous sommes dirigés par des fous, des voyous. Nous sommes dirigés par des crétins. Nous sommes dirigés par des monstres et des pervers. Voilà la situation de l'homme dans le monde. Chaque fois que l'humanité s'est retrouvée dirigée par des ennemis de l'esprit, dirigée par des ennemis de la vérité, de la justice et de la solidarité, l'humanité a failli disparaître. Écrivez ça, qu'il en aille au mieux. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ils sont tellement fous, les Trump, les Macron, les Merz, les Starmer, les Bibi Netanyahou, qu'ils sont capables de provoquer une catastrophe nucléaire qui fasse disparaître toute l'espèce humaine. Tellement qu'ils sont faibles spirituellement. Ils sont incapables de cette retenue qui caractérise ceux qui ont été correctement éduqués, c'est-à-dire qui ont été spiritualisés. Alors, chacun d'entre nous est mis en demeure de choisir quel homme, quelle femme nous sommes et quel homme, quelle femme nous voulons être. Voulons-nous être, sommes-nous dédiés à la matière? Nous considérons-nous comme des marchandises, comme des choses? C'est la définition, par exemple, que, eh bien, Colbert, ministre du roi Louis XIV, a donné de l'Africain. Est-ce que nous sommes des marchandises? Est-ce que nous voulons être considérés comme des marchandises? Chacun doit décider pour lui-même. L'éducation n'a aucune valeur. L'éducation ne sert à rien si on n'amène pas les enfants, les adolescents, les adultes à se poser cette question et à répondre. Alors, si nous ne voulons pas être considérés comme des choses, si nous ne voulons pas être considérés comme des objets, si nous ne voulons pas être prisonniers du règne de la quantité, alors nous devons défendre les valeurs de l'esprit, c'est-à-dire la vérité, la justice et la solidarité humaine. Nous devons défendre la Mahat. Si notre existence doit avoir une valeur, si notre existence doit avoir un sens, si notre existence doit avoir une orientation, si notre existence peut incarner une espérance d'appartenir à d'autres formes d'existence, après celle-ci, que nous quitterons par la mort, chemin obligatoire de tous les vivants, alors nous devons refuser de nous soumettre au règne de la quantité. Nous devons refuser. Voilà, on ne doit pas obéir à Macron, à Trump, on ne doit pas obéir aux dictateurs africains, on ne doit pas obéir à Starmer, à Merz, on ne doit pas obéir à Meloni, on ne doit pas obéir à tous les pervers.
qui attardent ce monde. Voilà la décision. Voilà la décision. Et c'est cette décision que les Ousmane Sonko sont en train de prendre au Sénégal face à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est la décision de El Malik Ndiaye. C'est la décision de Guy Marius Sagna. Ils ont dit non, on ne se soumet pas à la politique diomayenne, qui est la politique de Macron, qui est la politique du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, la politique de la perversité matérialiste, la politique d'Epstein. Nous refusons. Donc tous ceux qui ont écouté la première partie de mon propos ce soir doivent se sentir responsables de la décision de refuser de se soumettre au règne de la quantité. Refuser de se soumettre au règne du matérialisme, au règne de la perversité, au règne du pouvoir, eh bien, du sexe, de la gloire et de l'argent. C'est notre responsabilité de refuser. Très bien. Maintenant, deuxième partie. Quelle est la situation de l'Afrique dans le monde? Quelle est la situation de l'Afrique dans le monde? Il faut qu'on réponde à cette question-là. C'est extrêmement important. Permettez-moi simplement... Voilà, très bien. Quelle est la situation de l'Afrique dans le monde? Écoutez, l'Afrique est la première terre de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le premier pays de tous les êtres humains sur la terre. En cela, l'Afrique est donc la terre sacrée et la première terre sainte de tous les hommes. Si les hommes étaient sérieux, ils auraient un respect obséquieux pour l'Afrique. Car c'est ici que Dieu, l'être suprême, l'énergie, le principe, le transcendant, le tout-puissant, c'est ici qu'il a créé l'homme. Chez nous, en Afrique. Si l'humanité se portait bien sur le plan spirituel, toute l'humanité considérerait l'Afrique comme sa première terre de pèlerinage. Mais l'humanité ne se porte pas bien spirituellement. Elle a oublié son origine spirituelle. Si l'humanité était consciente de son origine spirituelle, elle serait consciente que le Tout-Puissant a voulu qu'elle naisse en Afrique. L'Afrique, c'est la terre aînée de toutes les terres. Le continent aîné de tous les continents. L'Afrique est la civilisation aînée de toutes les civilisations. Elle est le berceau de toutes les civilisations. Et ce que je dis là, ce n'est pas une revendication narcissique. Je suis en train de vous donner une information scientifique. Toutes les sciences de la nature, toutes les sciences de l'esprit, toutes les sciences humaines s'accordent à établir que l'humanité a été créée sur notre continent. Que toutes les civilisations que vous voyez, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie, toutes ces civilisations se sont inspirées à l'origine de la civilisation africaine. Bien sûr, la civilisation africaine aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'il y avait il y a 6 000, il y a 7 000, il y a 8 000, il y a 10 000 ans. Les civilisations évoluent. Certes, mais quelle que soit l'hypothèse que vous prenez, tout est parti d'Afrique. Le processus qu'on appelle dans la littérature scientifique l'hominisation, ce processus s'est entièrement déroulé en Afrique. C'est-à-dire que sur le sol africain, Dieu a fini de créer l'homme. Il a fini de créer l'homme. L'homme tel qu'on l'appelle dans la science aujourd'hui, c'est Homo sapiens sapiens. Eh bien, Homo sapiens sapiens, il a été formé en Afrique, avant de migrer même sur les autres territoires. Toutes les étapes de la création de l'homme qui se sont déroulées en Afrique, ces étapes-là ont été les préalables pour que l'Amérique, l'Europe, l'Asie et toutes les îles soient peuplées. Comment le continent donc, qui est à la fois le berceau, la première terre, la terre sacrée et sainte de toute l'humanité par excellence, comment ce continent peut-il être le plus piétiné de tous? Je salue ici mon frère, le professeur Robert Ducé-Comlan, ministre togolais des Affaires étrangères, qui mène un plaidoyer très intéressant sur la représentation de l'Afrique sur la carte du monde, en montrant comment la carte Mercator est un mensonge sur l'Afrique. La représentation Mercator donne l'impression que l'Afrique a la même taille, par exemple, que le Groenland.
Alors que l'Afrique est un continent plus grand que l'Amérique du Nord, plus grand que l'Europe et l'Asie. Mais on peut mettre tous les continents dans l'Afrique et il reste encore de la place. Pourtant, dans la représentation, on a presque l'impression que l'Afrique est au moins aussi grande, voire même plus petite que l'Europe ou même que l'Asie. Ce qui est faux. Donc, quelle est la situation de l'Afrique dans le monde? Comme c'est ici, en Afrique, que Dieu a créé l'homme, il a veillé à ce qu'en Afrique, il y ait tout ce dont l'homme a besoin. Toutes les matières premières naturelles dont l'homme a besoin, elles sont ici. Tout ce dont on a besoin pour l'industrie, tout ce dont on a besoin pour améliorer la condition de l'homme dans le monde est disponible à l'état brut sur le sol africain. Ce n'est pas un hasard, c'est là que Dieu fit l'homme. En faisant l'homme, il lui a donné, et bien sûr, un environnement dans lequel il puisse trouver le matériau à partir duquel il puisse se développer. Mais, et c'est un point très important, justement parce que l'Afrique a reçu le legs le plus important de tous les continents. Les plus importantes réserves de matières premières stratégiques qu'il puisse avoir sur la Terre sont en Afrique. L'Afrique est donc la terre la plus convoitée et la plus jalousée depuis la nuit des temps. Les Occidentaux, les Asiatiques, les Moyen-Orientaux, les Américains ont toujours eu les yeux rivés sur l'Afrique. Car très tôt, on a su que l'homme était venu de là et que les conditions pour la vie humaine la plus réussie, eh bien, étaient rassemblées. Voilà. Voilà exactement la situation de l'Afrique. Je voudrais ici prendre deux images. Il y a dans la littérature judéo-chrétienne le mythe de Caïn. Caïn, c'est quelqu'un qui cultivait la terre, alors que son frère Abel, quant à lui, s'occupait des troupeaux, s'occupait des moutons, des chèvres, des vaches, etc. Et Caïn avait beaucoup de mal, vraiment, la terre était très difficile. Elle ne lui donnait pas toujours suffisamment à manger. Et voilà comment il devient jaloux de son frère Abel et il va le tuer. Au point que l'œil de Dieu va poursuivre Caïn en lui demandant « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Je résume comme ça le mythe biblique de la haine entre Abel et Caïn. Mais en fait, nous en Afrique, on a un mythe très ancien. C'est le mythe de Osiris et de Seth. Seth, c'est un peu l'équivalent de Caïn. Seth, c'est longtemps avant d'ailleurs le mythe biblique. Seth, c'est l'incarnation du principe de division, le principe du mal, le principe du crime, le principe de la jalousie. Et Osiris, c'est l'incarnation du principe du sacrifice, c'est l'incarnation du principe du partage, de la joie, le principe d'amour. Alors, la grande question qui se pose dans le mythe négro-égyptien entre Osiris et Seth, c'est qu'en fait, chaque fois, le diable, eh bien, Seth, le très méchant Seth, fait tout pour tuer son frère et Osiris réussit à chaque fois à renaître malgré tout le mal que Seth lui a fait. Je dis que l'Afrique, c'est Osiris. L'Afrique, c'est Abel. L'Afrique est le continent à qui on a fait tout le mal possible. Le continent dépecé, le continent partagé. Vous voyez, on a divisé l'Afrique en 54 États, exactement comme le corps d'Osiris est découpé en 1000 morceaux. Mais l'Afrique renaît toujours. Pourquoi l'Afrique renaît-elle toujours? Mais parce que c'est la première terre sacrée et sainte de l'humanité. Et parce que sur cette terre, Dieu créa l'homme. Il n'a pas voulu que nous disparaissions. L'Afrique est la terre la plus riche, mais c'est la terre la plus appauvrie. L'Afrique est la terre qui a le plus grand potentiel, mais c'est la terre la plus menacée. C'est ce qui explique que, à cause de cette jalousie européenne, de cette jalousie asiatique, moyenne-orientale et américaine, eh bien, les Africains ont été l'objet systématique de nombreuses agressions. Agression des Africains en Afrique, agression des Africains en Amérique, agression des Africains en Europe, agression des Africains en Asie. Pourquoi en veut-on aux Africains? C'est très simple, parce que les Africains ont reçu de la nature, ils ont reçu de Dieu davantage que n'importe quelle autre civilisation sur cette terre.
Et donc, la situation de l'Afrique dans le monde, c'est d'être le continent le plus convoité, le continent le plus agressé, le continent le plus assailli, le continent dont les ressortissants sont traqués afin d'être traités en subalterne en Europe, en Amérique, en Asie et même sur leur propre sol, l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique sont allés jusqu'à imaginer, avec le premier ministre raciste d'Afrique du Sud, Forster, une Afrique sans les Africains. Forster a affirmé « L'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. » C'est ce projet qui est constamment à l'œuvre. Depuis que les autres peuples des autres continents se sont rendus compte que l'Afrique a ce qui leur manque. C'est très simple, l'Europe, elle n'a pas d'uranium, elle n'a pas d'or, elle n'a pas de manganèse, elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz, elle n'a pas de coltan, elle n'a pas de lithium, elle n'a pas de café, elle n'a pas de cacao. L'Europe n'a pas de matière première stratégique dans son sous-sol. La partie la plus pauvre de la planète, c'est l'Europe. La partie la plus riche de la planète, c'est l'Afrique. Et il n'y a que deux possibilités pour les Occidentaux d'avoir des richesses. Première possibilité, travailler en bonne intelligence, négocier et commercer en bonne intelligence, en partenariat gagnant-gagnant avec les Africains. Deuxième hypothèse, détruire les Africains et voler leurs richesses. L'Occident choisit la deuxième hypothèse depuis 600 ans. Ils ne veulent pas réfléchir à un mode de coopération qui leur permettrait de vivre quand même, mais en respectant le fait que les richesses des Africains doivent d'abord profiter aux Africains. C'est un véritable problème métaphysique à l'échelle de la Terre. L'Occident se comporte comme si posséder des richesses naturelles est un crime de lèse-majesté. Pour les dirigeants occidentaux, les grands crétins qui dirigent aujourd'hui l'Occident, tout pays de ce monde qui possède des matières premières est en faute par rapport à eux. Donald Trump, Macron, Merz, Ursula von der Leyen, Meloni, Starmer, tout pays de ce monde qui possède des matières premières stratégiques est considéré comme un ennemi de l'Occident. Parce que l'Occident estime que Dieu a été injuste de donner ses richesses à ces pays et non pas à lui. L'Occident a le complexe de Caïn, dont je viens de vous parler. Il veut se venger de ce que Dieu n'a pas bien partagé. Vous savez, même dans la famille, dans la fratrie, quand un enfant estime que le père ou la mère donne plus à tel qu'à lui, ça peut créer des problèmes à celui à qui on donne. Le problème de l'Afrique, paradoxalement, c'est que Dieu lui a trop donné du point de vue de ses autres frères en humanité. On en veut à l'Afrique parce que Dieu lui a trop donné. Regardez la réaction des dirigeants occidentaux quand un pays lointain de leurs frontières décide d'imposer les conditions de commercialisation de ces matières premières. Ils se comportent comme si ce pays était en tort par rapport à eux. C'est-à-dire, par exemple, que le Venezuela a son pétrole et Donald Trump se comporte avec le Venezuela comme si le Venezuela devrait lui rendre les comptes. Parce que pourquoi ce pétrole n'appartient-il pas aux États-Unis? Donald Trump découvre que le Niger a de l'uranium. Son problème, c'est pourquoi le Niger ne vient pas me rendre compte? Il ne se rend pas compte que nous, on n'en a pas. Et que par définition, avant même qu'il exploite son uranium, il devrait venir nous voir. Regardez ce qu'il a écrit, Donald Trump, dans les accords qu'il a soi-disant organisés entre le Congo, RDC et le Rwanda. Il dit que les richesses naturelles du Congo seront exploitées sous la supervision des États-Unis et en bonne entente avec les partenaires de la sous-région. Safroulaye. Les États-Unis sont là-bas. Le Congo est là-bas. Les États-Unis viennent exploiter les richesses congolaises. Ils les mettent sous leur supervision. Et ce sont eux qui partagent les richesses congolaises au Rwanda et à l'Ouganda. C'est ce qui est écrit dans les accords. C'est ce que Tshisekedi a signé. Et il y a des Congolais qui l'applaudissent et qui trouvent qu'il est très intelligent. Parce que ça lui permet d'envisager un troisième mandat. Quelle honte! Quelle honte! Ça nous renvoie à la fameuse situation de l'homme dans le monde.
Mes chers amis, c'est une conversation à bâton rompu que je vous offre. Est-ce que vous vous rendez compte que pour les crapules qui dirigent l'Occident, tout pays de ce monde qui possède des matières premières, des ressources qu'il ne possède pas, est en faute. Il est en faute parce que ces pays occidentaux souffrent du complexe de Caïn. Caïn, le jaloux, qui détestait Abel parce que ses moutons marchaient mieux. Le complexe de Seth. Seth, le jaloux, qui déteste Osiris parce que Osiris est le préféré des dieux. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes? Je ne comprends pas le degré d'inconscience de certaines Africaines et de certains Africains dans le monde. Surtout ceux d'entre nous qui avons fait des enfants. Est-ce que quelqu'un qui a fait des enfants peut se permettre de faciliter le fait que ses enfants vivent comme des esclaves sur la terre après lui? De participer à un système où ses enfants seront traités comme des marchandises. Est-ce qu'un père aimant, une mère aimante peuvent accepter ce qu'on fait à l'Afrique en étant africain? Non. Si nous aimons nos enfants, et c'est un peu le sens de la chanson qui, je comprends, je m'auto-psychanalyse là un peu aujourd'hui, la chanson qui m'est venue aujourd'hui, la chanson de Chaps, ouvrez vos cœurs pour vos enfants, donnons à nos enfants le meilleur de nous-mêmes, montrons à nos enfants que nous les aimons, assurons-nous que nos enfants se sentent vraiment aimés. C'est extrêmement important pour que par la suite, sans nous, ils soient capables d'affronter la vie. C'est ce que disait Chaps dans une chanson en bassa que j'ai reprise aujourd'hui, que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Weha mingem minan. Tina mingem minan une bonne bis. Donnons le fond de notre cœur à nos enfants. Qui peut dire qu'il a donné le fond de son cœur à ses enfants alors qu'il a contribué à faciliter leur vie en esclavage, à les laisser esclaves sur la terre? Le Niger est plein d'uranium. C'est un crime du point de vue de Macron. Il faut à tout prix déstabiliser le Niger pour arracher l'uranium nigérien. Vous le voyez tirer son nez là, son nez gratouilleux là. Tout son problème, c'est voler l'uranium nigérien. Donald Trump, lui, de tous ces dirigeants occidentaux, est le plus grossier et finalement, il nous rend plus facilement le service. Avec Donald Trump, l'analyse de la situation n'est pas compliquée parce qu'il avoue tout, ce que les autres essayent de masquer. Il dit que, mais, si le sultanat d'Oman ne se comporte pas comme il faut, nous allons le bombarder. S'il ne nous donne pas son gaz, on va le bombarder. Pour le Venezuela, il l'a dit ouvertement. Le pétrole du Venezuela, c'est pour nous. C'est nous maintenant qui allons le vendre. Et on peut le vendre, si on le veut, aux Chinois et aux Américains, aux Chinois et aux Russes, à notre prix. Carrément! Mais Donald Trump, c'est l'inconscient libéré. Donald Trump est en quelque sorte l'expression de toutes les arrière-pensées que les dirigeants occidentaux cachaient derrière leur narratif trompeur. Donald Trump, c'est l'homme qui s'est désinhibé complètement et qui a vomi, qui a craché à la face du monde l'idéologie criminelle de l'Occident. Et il faut que vous compreniez cela. Le crime de l'Afrique, c'est que la nature l'est dotée de ce qui manque à l'Amérique, ce qui manque à l'Europe et qui manque à l'Asie. Et on transforme donc les Africains en coupables. Coupables d'exister sur une terre qui a des choses que l'Europe n'a pas, que l'Amérique n'a pas, que l'Asie n'a pas, que le Moyen-Orient n'a pas. Ah là là, les coupables! Et on traque les Africains partout sur la terre. On leur fait un statut de subalterne en Amérique, subalterne en Europe, subalterne en Asie, subalterne au Moyen-Orient. Et puis on vient aussi en Afrique maintenant pour vouloir leur imposer un statut de subalterne en Afrique. Que l'Africain soit étranger chez lui en Afrique, c'est le projet de Berlin. Ils se sont permis de diviser l'Afrique en 54 pays. Le but c'était quoi? Nous rendre étrangers chez nous. Quand moi, Malien, je me lève pour aller au Burkina, il faut que je ne sois pas chez moi. Eux, ils ont fait leur fédération. Hein. Vous traversez les États-Unis de New York à San Francisco. Hein. Vous traversez 6 fuseaux horaires. Je ne sais pas combien de fuseaux horaires. Hein. Vous êtes dans le même pays. Mais toi, tu pars de Bamako pour aller en N'Djamena. Tu es bloqué à plusieurs frontières. Et ce sont eux qui ont organisé ça. Pourquoi ont-ils tracé ces frontières? Ils les ont tracées pour empêcher les Africains d'être libres en Afrique. Ils ont tracé les frontières pour que nous soyons prisonniers chez nous.
et les pires d'entre nous, les hommes charnels, sont réfugiés derrière ces frontières pour bloquer l'émancipation du continent, au service des plans de l'Occident. Parce que la balkanisation de l'Afrique à Berlin avait pour but d'empêcher que les Africains soient libres en Afrique. Les frontières que vous voyez là, c'est des barrières, des enclos de prisons qui ont été tracés pour nous, pour que nous on soit dedans. L'Alliance des États du Sahel l'a compris. Ils sont passés à la confédération. Maintenant, il y a un passeport confédéral. Avec le passeport confédéral, tu vas de Bamako jusqu'à... Tu traverses Ouaga, tu vas à Niamey. À l'aéroport, tu n'as plus besoin de visa, rien. Tu passes. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que les Africains soient libres en Afrique. Les Africains sont remplis dans les centres de rétention administrative au motif qu'ils n'ont pas de papier. C'est le cas partout. En Europe, en Amérique, on multiplie les lois. L'Italie se défend, l'Espagne se défend, la Suisse ne veut pas des Africains. Ok. Mais en plus, ils organisent l'Afrique de telle façon qu'elle ne veuille plus les Africains. C'est-à-dire que les Africains soient rejetés en Afrique. Et voilà comment on pourchasse des Africains. Partout en Afrique. On les pourchasse en Afrique du Sud. On les pourchasse au Gabon. On les pourchasse, bien sûr, tout naturellement, dans tout le Maghreb. Les Africains pourchassés en Afrique. Normalement, ça doit être une aberration intellectuelle. C'est quelque chose qui, normalement, ne devrait même pas avoir de sens. Mais ils ont réussi à juridiciser cela, à le transformer en système juridique. À savoir que l'Africain est traité comme un sous-homme en Afrique. Par qui? Les Africains. Qui sont au service de qui? Des Occidentaux et des Moyen-Orientaux. Rendez-vous compte que le FMI et la Banque mondiale vont même jusqu'à se mêler des politiques migratoires africaines. De dire aux Africains qui doit mettre la carte de séjour où, contre qui, quels sont les flux migratoires qui doivent être gérés. Ils conditionnalisent leur crédit à ça. La gestion de notre population. Ils font des programmes de vaccination qui sont des programmes de contrôle indirect de la croissance de notre population. Avec la complicité de nos ennemis intérieurs, les hommes matérialistes charnels africains. Alors, je conclus la deuxième partie de cette conférence. La situation de l'Afrique dans le monde, c'est d'être le continent le plus riche, et donc par conséquent, le continent le plus convoité, d'être le continent le plus gâté par Dieu Tout-Puissant, par la nature suprême, mais par conséquent, d'être le continent le plus attaqué. L'Afrique, c'est Abel, attaqué par Caïn, l'Occident, le Moyen-Orient. L'Afrique, c'est Seth, attaqué, c'est Osiris, attaqué par Seth. Retenez ces images. Et n'oubliez pas que je vous ai dit, l'Occident souffre du complexe de Caïn, que je peux encore appeler, en me référant cette fois-ci à la mythologie purement africaine, le complexe de Seth. La jalousie. L'Occident est jaloux de l'Afrique. Parce que l'Occident, normalement, a faim, puisqu'il n'a rien. Et au lieu de demander, poliment, il arrache. Depuis 600 ans. Et il ne veut pas négocier, il veut arracher. Pour les prochaines années encore. Donc, le terrorisme auquel nous avons affaire aujourd'hui en Afrique n'est pas un terrorisme nouveau. Il date notamment de la traite négrière, de la colonisation. La néocolonisation, l'impérialisme et le terrorisme qui se développent aujourd'hui sont une continuité du projet de déposséder les Africains de l'Afrique. L'Afrique sans les Africains. Alors, la question à l'origine de cette émission était la suivante. La question originelle de cette conférence était la suivante. Pourquoi y a-t-il afflux de terroristes en Afrique? Parce que certains pays africains, notamment comme ceux de l'Alliance des États du Sahel, ayant décidé de fermer le robinet du pillage des matières premières de leur territoire, les économies occidentales sont au rouge. C'est notamment le cas de l'économie française.